Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet essai, La santé et politique, la médecine soigne-t-elle vraiment tout le monde de Miguel Chema aux éditions Belfond 2025. Un essai qui vient confirmer nos hypothèses sur la question et en effet pas de suspense. La vérité est que la médecine ne soigne pas tout le monde de la même manière et il ne serait pas exagéré de dire qu'il y a des patientes et des patients que la médecine maltraite, mutile, voire tue, explique Miguel Chema dès les mots de l'introduction. La lecture se fait ici au croisement des sciences sociales et du savoir expérientiel. L'essai articule des références essentielles, des textes officiels, mais également la réalité des situations par l'expérience de Miguel, étudiant en médecine. Sa position est inconfortable d'ailleurs entre loyauté et critique de l'intérieur. Donc un regard notamment assumé sur la médecine comme institution sociale située. Alors l'essai articule également donc ce regard scientifique avec les verbatims des personnes concernées par ce système de santé à la fois inégalitaire et discriminant. On parle donc de personnes victimes de racisme, de sexisme, de classisme, de validisme, de transphobie ou encore d'homophobie ou encore d'intersexophobie, etc. On voit bien ici des discriminations structurelles combinées intersectionnelles. Alors sans surprise, le constat est sans appel. La question des catégories sociales qui, on le sait, s'inscrivent en point de départ finalement des stéréotypes, des préjugés et des inégalités, des discriminations sont aujourd'hui particulièrement tenaces. D'ailleurs, la parution récente du rapport de la Défenseure des droits à ce sujet est pleinement alignée finalement sur cet écrit. Alors on y retrouve des témoignages assez proches et des motifs pluriels croisés. Tout cela implique un constat assez édifiant, des refus d'accès aux soins, des différences de ton, la question du niveau de langue, des temps de consultation, de la différence de prise en charge, la hiérarchie finalement de la patientèle, les rapports de domination qui sont très très présents, et l'ensemble renforcé, on le verra, par une formation médicale qui renforce et produit ces normes biaisées. Alors on peut donc lire par exemple, que les Arabes sont perçus comme des malades imaginaires, que les patients noirs auraient une résistance accrue à la douleur. On évoque également la question du syndrome méditerranéen, vous savez, cette notion raciste qui renvoie à l'idée d'une exagération de la douleur et de ses symptômes. La notion de culturalisme vient préciser d'ailleurs que l'assignation à une identité et à une culture devient le principal élément pour expliquer les comportements des patientes et des patients. On peut dire également que les soignants perçoivent les femmes roms comme victimes du sexisme de leur tradition culturelle, alors qu'elles subissent en réalité la domination raciste et sexiste des professionnels qui les prennent en charge. L'interprétariat et la production du silence sont également des points importants à aborder. En effet, la non-communication et la non-prise en compte des personnes allophones, par exemple, sont également des signes de maltraitance médicale. Des situations souvent accompagnées de propos abjects, d'ailleurs, envers les personnes concernées. Les propos peuvent être déshumanisants. Les catégories renforcent ces biais et on le voit au sein des phrases qui commencent parfois par les africaines, trois petits points, les africaines sont. Vous voyez bien la suite. Alors les discriminations classistes sont également très répandues à l'image de propos de soignantes et soignants qui peuvent qualifier les personnes voilà, de profiteurs du système, etc. Et vous voyez aussi tout le lexique et bien évidemment le discours associé à cette idée. Pourtant, précise bien Miguel Chema, les patientes et patients s'inscrivent dans des réalités qui ont des conséquences sur leur pratique et leur santé. Les antécédents de santé familiaux sont donc finalement autant importants dans la prise en charge du patient que le travail et les conditions de vie finalement des patientes et des patients. Et ce n'est qu'en comprenant cela qu'un vrai dialogue pourra s'instaurer entre les médecins et les patients-patientes, plutôt que l'exercice d'une domination d'une classe sur une autre. En outre, la pathologisation des personnes trans, intersexes et homosexuelles reste bien évidemment présente sur fond de discours sur la normalité, souvent décrétée d'ailleurs par les personnes soignantes. Miguel Chema évoque notamment le manuel de sexologie de 2013 qui ne condamne pas explicitement les thérapies aversives ayant pour but de changer l'orientation sexuelle d'une personne. Et ce livre dresse au contraire un bilan plutôt positif. Et l'autre souci d'ailleurs, c'est que l'accès de cet ouvrage dans les bibliothèques médicales universitaires est toujours possible. Ajoutons la vision cis-hétérosexiste et normative dans finalement les supports de formation des étudiantes et des étudiants en médecine.
On voit aussi que les violences intersexophobes sont abordées et c'est en effet une nécessité. Les stigmates associés en référence aux travaux d'Erving Goffman sont, on le sait, des attributs qui jettent un discrédit profond. Monique Wittig, de son côté, explique que, je cite, l'idéologie de la différence des sexes opère dans notre culture comme une censure, en ce qu'elle masque l'opposition qui existe sur le plan social entre les hommes et les femmes, en lui donnant la nature pour cause. Masculin, féminin, mâle, femelle sont les catégories qui servent à dissimuler le fait que les différences sociales relèvent toujours d'un ordre économique, politique et idéologique. Car il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de sexe que ce qui est opprimé et ce qui opprime. C'est l'oppression qui crée le sexe et non l'inverse. Voilà. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, c'est percutant et c'est vraiment essentiel aujourd'hui pour aborder ces questions de discrimination en santé. À titre personnel, c'est un ouvrage que je voulais absolument découvrir, en travaillant notamment sur des supports de formation qui sont liés voilà, aux discriminations en santé. Et là, on a vraiment l'articulation essentielle pour animer des formations, à la fois cet apport scientifique et bien évidemment l'expression des personnes concernées. Et c'est vraiment important d'articuler l'ensemble. Donc je vous souhaite vraiment une bonne découverte, une bonne lecture et à bientôt.